Voilà, une bonne question. Déjà, la difficulté est de définir, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'une pachychoroïde. Alors, historiquement, j'avais la chance d'être fellow justement avec Bailey Freund au moment où il a fait cette première publication Pachychoroid Pigment Epicéliopathie. L'observation, en fait, est née d'une observation clinique. Je pense que vous avez tous vu ces patients qui sont peut-être un peu jeunes pour un premier diagnostic de DMLA, aux alentours de 50 ans, qui arrivent avec des altérations de l'épithélium pigmentaire non spécifiques, sans véritable drusène, sans DMLA évidente, des plaintes fonctionnelles qui peuvent être inconstantes en fonction de la localisation des altérations de l'épithélium pigmentaire. Et si on regarde l'OCT choroïdien, on va s'apercevoir que ces patients ont un phénotype choroïdien qui ressemble à ce qu'on voit dans la CRSC, mais sans CRSC, c'est-à-dire sans signe exudatif. Et donc c'était son observation de départ. Des patients qui étaient adressés pour des MLA ou parfois pour des patterns dystrophie, mais qui étaient atypiques et pour lesquels l'OCT choroïdien évoquait davantage une CRSC. Donc la première description, une CRSC frustre ou une CRSC occulte, en tout cas un phénotype choroïdien de CRSC avec des altérations de l'épithélium pigmentaire sans signe exudatif sous-épithélial ou sous-rétinien. Donc ça, c'était la première description. Pachychoroïde associé à des altérations de l'épithélium pigmentaire. Ensuite, pour aller définir un petit peu mieux ce phénotype choroïdien appelé pachychoroïde, donc le terme initial faisait référence à un épaississement quantitatif de la choroïde. Et puis petit à petit, la définition s'est un petit peu affinée sur des critères plutôt qualitatifs de structure de la choroïde plutôt que sur une mesure d'épaisseur. Et voilà ici une étude avec l'OCT Swept Source en mode en face. Comme on l'a dit tout à l'heure, le CT Swept Source permet d'obtenir des cartographies automatiques de l'épaisseur choroïdienne. Et là, on voit en fait chez ce patient qui a des altérations de l'épithélium pigmentaire avec une pachychoroïde que la topographie de l'épaisseur choroïdienne est d'abord inhabituelle. Chez le sujet normal, l'épaississement, la zone d'épaisseur choroïdienne la plus importante serait plutôt maculaire ou un petit légèrement temporomaculaire. Mais là, il y a une zone d'épaississement anormale en temporale supérieure de la macula qui correspond, qui colocalise avec ces zones d'altération de l'épithélium pigmentaire. Et si on regarde ici une segmentation au niveau des gros vaisseaux de la couche de Haller, des gros vaisseaux choroïdiens. Vous voyez ces vaisseaux choroïdiens très dilatés qui apparaissent aussi dans la même zone d'épaississement choroïdien et d'altération de l'épithélium pigmentaire. Donc cet aspect, en fait, si on le compare avec un aspect d'OCT Swept Source en face de la choroïde normale, on va pouvoir apprécier d'autant plus la différence. D'abord, sur un sujet normal, vous savez qu'il y a un amincissement choroïdien péripapillaire physiologique qui fait que sur un plan de coupe au niveau de la couche des gros vaisseaux, en péripapillaire, on a une transsection de la sclère. Donc c'est pour ça qu'en péripapillaire chez le sujet normal, si on fait un OCT en face au niveau des gros vaisseaux, on va voir cet aspect où il n'y a pas de vaisseau parce que c'est la sclère. Chez un sujet ici à droite avec une pachychoroïde, avec ce qu'on appelle maintenant on a vu apparaître ce terme dans la littérature, le pachyvessels, pachyvaisseaux, des vaisseaux anormalement dilatés. Vous voyez que en péripapillaire, on a ces vaisseaux qui maintenant apparaissent, donc un épaississement anormal de la choroïde en nasal, en interpapillomaculaire. Ces vaisseaux qui ont un calibre augmenté, mais aussi une distribution anormale et une structure un petit peu particulière avec cet aspect en club à leur terminaison au pôle postérieur, une diminution de diamètre un petit peu abrupte au pôle postérieur, avec une comparaison qui avait été faite ici avec ces ballons tout le ballon est soumis à la même pression, mais il y a une partie qui est dilatée et une partie qui diminue de façon abrupte. Donc c'est tout ça un petit peu particulier et ça caractérise ces pachyvaisseaux de la pachychoroïde. Donc je vous dis, l'évolution faite par Bailey Freund, la définition a évolué. Au départ, on parlait d'épaississement choroïdien. Petit à petit, on a dit qu'il s'agissait d'un épaississement choroïdien focal qui pouvait être plus marqué à certains endroits qu'à d'autres, dû à la présence de ces pachyvaisseaux, c'est-à-dire ces larges vaisseaux choroïdiens anormalement dilatés et qui occupent toute l'épaisseur choroïdienne. C'est-à-dire que là, entre le vaisseau et la membrane de Bruck, on voit mal comment il pourrait y avoir une choroïde interne, une choriocapillaire. On voit que ce vaisseau prend toute l'épaisseur et on peut imaginer que de façon sous-jacente à ce pachyvaisseau, il y ait une souffrance ou en tout cas
a une perte de la choriocapillaire, qu'elle soit la conséquence ou la cause d'ailleurs. Il y a une hyperperméabilité choroïdienne en ICG, comme on peut le voir dans la CRSC. Et dès l'examen du fond d'œil, une sorte de plénitude du fond d'œil, un aspect un peu trop rouge du fond d'œil, avec une perte de visibilité des vaisseaux choroïdiens. Il s'agit de patients plutôt plus jeunes que dans la DMLA et qui n'ont pas de drusène. Il est pertinent cliniquement d'identifier ce phénotype, même si les patients sont asymptomatiques, et de les suivre, parce que ce qui a été également montré, c'est qu'au fil des mois et des années, ces patients développent des néovaisseaux de type 1. Vous voyez ici l'apparition de ce soulèvement plat irrégulier de l'épithélium pigmentaire. Ça, c'est M. Godric qui a introduit cette notion dans la littérature, FIPED, Flat Irregular Pigment Epithelial Detachments. Et c'est un signe, une sémiologie d'OCT pure, mais qui correspond à des néovaisseaux de type 1. Et vous voyez ici les signes exsudatifs sous-jacents. Donc vous voyez ici l'exemple d'un patient avec cette évolution vers ces fameux FIPED. Sur l'angiographie à la fluorescéine, il est souvent difficile de déterminer s'il y a des néovaisseaux secondaires dans les CRSC chroniques à cause de la superposition de tous les signes exsudatifs liés à la CRSC et à la néovascularisation. C'est vraiment une indication de l'OCT angiographie qui va permettre de distinguer ces lacis néovasculaires de façon très, très, très nette. Et là, sans ambiguïté, on met en évidence ce lacis néovasculaire sous-épithélial qui correspond au FIPED et qui complique cette pachychoroïde. Et donc ces patients peuvent développer ce qui a été appelé pachychoroid néovasculopathie, qui est un petit peu une forme frontière entre la DMLA et la CRSC, parce qu'à aucun moment ces patients n'ont eu d'épisode véritablement typique de CRSC, mais ils ont une pachychoroïde et ils développent au fil du temps des néovaisseaux choroïdiens. La vasculopathie polypoïdale fait aussi partie des entités, alors, qui a été juste récemment, comme ça a été mentionné ce matin, renommée aneurysmal type 1 néovasculopathie. Donc Bailey Freund propose de changer le nom de la vasculopathie polypoïdale parce que c'est un nom qui ne conviendrait pas. En tout cas, très souvent, ces vasculopathies polypoïdales sont associées également à une pachychoroïde, à un épaississement choroïdien anormal et à une hyperperméabilité choroïdienne sur l'angiographie ICG. Et si vous vous intéressez à ce sujet, vous pouvez être un petit peu perturbé par les données contradictoires dans la littérature. On va trouver des articles qui disent que la vasculopathie polypoïdale n'est pas associée à un épaississement choroïdien, d'autres qui disent que c'est associé à un épaississement choroïdien. En réalité, il y a des articles intéressants qui viennent plutôt d'auteurs japonais et asiatiques qui en voient énormément et qui distinguent au sein des vasculopathies polypoïdales deux sous-groupes de patients. Un sous-groupe de patients avec une choroïde d'épaisseur plutôt normale ou amincie et un sous-groupe de patients, et ça représenterait environ un tiers de l'ensemble de ces patients, qui ont une pachychoroïde véritablement et une hyperperméabilité choroïdienne en ICG, avec plus ou moins des antécédents connus de CRSC, mais pas toujours. Et ces patients-là, il est pertinent de les distinguer parce qu'ils ont une réponse aux anti-VEGF qui va être différente. Les patients qui ont une choroïde d'épaisseur normale, qui appartiendraient plutôt au spectre de la DMLA exsudative, répondent très bien complètement aux anti-VEGF, alors que les patients qui ont une pachychoroïde associée vont répondre de façon imparfaite aux anti-VEGF, et les auteurs suggéraient dans ces cas-là d'associer la PDT. C'était à l'époque du ranibizumab et la question de l'aflibercept n'était pas posée dans ces articles-là. Mais en tout cas, ça montre bien que chez ce sous-groupe de patients, il y a une composante exsudative qui n'est pas seulement liée à la néovascularisation, mais aussi à l'hyperperméabilité choroïdienne vasculaire et que donc les anti-VEGF ne suffisent pas toujours à les traiter. Voilà un schéma qui résume un petit peu le spectre de pathologies associées à la pachychoroïde. Donc, historiquement, évidemment, ce morphotype choroïdien a été identifié grâce à la CRSC et a été reconnu comme étant associé à la CRSC. Voilà les différentes modalités d'imagerie et ce qu'on peut retrouver. Donc, les pachychoroïdes associés à des altérations de l'épithélium pigmentaire, des formes presque infracliniques de la CRSC. Et ensuite, les formes associées à des néovaisseaux, que ce soit des néovaisseaux de type 1 ou des vasculopathies polypoïdales. Et dans ces cas-là, effectivement, l'OCT angiographie va être d'une aide précieuse pour reconnaître, identifier ces néovaisseaux secondaires. Donc voilà, pour avoir les idées claires, une façon de schématiser les choses, un spectre de pathologie associé à la pachychoroïde, la CRSC, la pachychoroïde associée à des altérations de l'épithélium pigmentaire et la pachychoroïde associée à des néovaisseaux. Et donc on dit que ces patients-là se distinguent de la DMLA parce qu'ils n'ont pas de drusène.
Ils sont un petit peu plus jeunes et on peut, de façon schématique, résumer les choses comme cela. Simplement, c'est en partie faux, parce que je vais vous montrer ce cas. C'est une patiente de Salomon Yves Cohen, une patiente qui a une DMLA néovasculaire classique. Je pense qu'elle a des drusènes on ne peut plus classiques sur l'œil gauche, des drusènes séreux en voie de confluence centrale. Bon, vraiment, il n'y a aucun doute, ce sont des drusènes, il s'agit bien d'une DMLA. Et pour autant, si on regarde, si on prête attention à la choroïde de cette patiente, elle a un épaississement choroïdien, indéniablement. Si vous avez des doutes, je vais vous montrer l'OCT en face. Non. Ça ne marche pas. L'OCT en face choroïdien. La slide ne passe pas. Désolée. Ah voilà, qui montre ces veines choroïdiennes boudinées, très dilatées, donc là vraiment avec un aspect de pachychoroïde indiscutable, et pour autant une DMLA on ne peut plus classique. Ce qui montre bien que bon, les choses ne sont pas si simples. On ne peut pas dire à un patient qui a une pachychoroïde qui ne développera pas plus tard une DMLA. Ce sont des maladies qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Et en réalité, la choroïde, le phénotype choroïdien, de plus en plus, on s'aperçoit que ce phénotype a un rôle essentiel dans la modulation de l'expression de la DMLA. Donc des patients qui ont des facteurs de risque génétiques pour développer une DMLA, suivant qu'ils ont un morphotype choroïdien plutôt épais ou plutôt fin, vont avoir des modes d'expression de la DMLA un petit peu différents. Et c'est cet article de Richard Spade qui est sorti tout récemment qui insiste sur l'importance de la choroïde dans la modulation de l'expression de la DMLA. Et il décrit ce nouveau type de drusène qu'il a appelé pachydrusène, drusène associé à la pachychoroïde. Donc là, c'est un papier où il reprend 94 yeux de DMLA précoce et 12% de patients qui ont, au sein de ces DMLA, une pachychoroïde et ces drusènes un petit peu particuliers, des drusènes larges de distribution un petit peu éparse, donc pas la confluence maculaire habituelle des drusènes séreux, et sans migration pigmentaire. Voilà la représentation schématique de ces pachydrusènes avec des formes un petit peu biscornues par rapport aux drusènes séreux, en dôme, ronds, réguliers, et ces pachydrusènes associés à la pachychoroïde, qui, selon lui, sont aussi des dépôts de matériel, principalement lipidiques, extracellulaires, comme les autres drusènes, mais avec un morphotype un petit peu différent. Donc voilà un schéma qui montre comment l'épaisseur choroïdienne va aller moduler l'expression des différents types de drusènes. Donc l'amincissement choroïdien plutôt associé aux pseudodrusènes réticulés, les drusènes séreux classiques avec une épaisseur choroïdienne normale, voire parfois augmentée, et les pachydrusènes associés à une pachychoroïde. L'expression de la DMLA néovasculaire, elle aussi, est modulée par le phénotype choroïdien. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que notamment les anastomoses rétinochoroïdiennes étaient associées à un amincissement choroïdien. Et dans ces études, il y a un facteur confondant important qui est la présence de pseudodrusènes. 90% des RAP sont associés à des pseudodrusènes. Si vous allez regarder tous vos cas de RAP, vous allez retrouver des pseudodrusènes, si vous cherchez attentivement, quasiment dans tous les cas. Donc est-ce que c'est la présence de pseudodrusènes ou la présence de RAP qui est associée à un amincissement choroïdien ? Ça, c'est difficile à dire parce que l'association est tellement forte que c'est difficile de dissocier les deux. En tout cas, les pseudodrusènes réticulés, les anastomoses rétinochoroïdiennes sont associés à un amincissement choroïdien et sont associés à un risque beaucoup plus élevé d'atrophie, comme ça a été dit ce matin, d'atrophie de l'épithélium pigmentaire que les autres sous-types de néovaisseaux. Donc tout ça est assez logique. Une choroïde très amincie, un risque d'atrophie plus important et des signes plutôt intrarétiniens, c'est-à-dire que les pseudodrusènes sont en avant de l'épithélium pigmentaire, les RAP naissent en intrarétinien, donc il y a toute une sémiologie un petit peu différente chez ces patients qui ont une choroïde amincie. Et à l'inverse, les néovaisseaux qui ont plutôt le meilleur pronostic, mais qui sont aussi les plus fréquents, les néovaisseaux occultes de type 1 sous-épithéliaux, qui sont plutôt associés à une choroïde plus épaisse et plutôt rarement associés à des pseudodrusènes. Et ces patients-là ont un meilleur pronostic parce qu'ils développent significativement moins d'atrophie, même s'ils ont des signes exudatifs un petit peu plus réfractaires et qu'ils ont besoin souvent de plus d'anti-VEGF, de plus d'IVT d'anti-VEGF que les autres sous-types de néovaisseaux. Néanmoins, ils vont mieux, et ils vont mieux au long terme parce qu'ils développent moins d'atrophie. Et vous voyez comment la choroïde vient moduler tous ces signes essentiels dans le pronostic à long terme de la DMLA. Donc,
est-ce que la DMLA et la pachychoroïde sont des maladies différentes et comment elles sont intriquées en fait. Donc il y a une étude intéressante qui a été faite par Kunal Dansigani sous l'égide de Bailey Freund à New York, se posant exactement cette question. Donc ils ont repris 200 patients divisés en 4 sous-groupes. Des patients contrôle sans néovaisseau, ni pachychoroïde, ni DMLA, ni rien du tout. Des patients avec une DMLA néovasculaire classique. Des patients avec une pachychoroïde sans néovaisseau et des patients avec une pachychoroïde avec néovaisseau. Et en réalité, ce qu'ils ont trouvé, qui était tout à fait ce qu'ils s'attendaient à trouver et qui nous conforte un petit peu dans ce qu'on peut imaginer, c'est qu'au sein des patients avec une pachychoroïde, ceux qui ont développé des néovaisseaux avaient le même profil de risque génétique que les patients atteints de DMLA. Donc, finalement, cette pachychoroïde associée à des néovaisseaux pourrait être en fait vraiment une forme de la DMLA avec une expression un petit peu différente. Tout ça reste évidemment à confirmer sur de plus larges études, mais en tout cas, les facteurs de risque de la DMLA néovasculaire principaux étaient plus fréquents dans le groupe pachychoroïde néovasculaire que dans le groupe pachychoroïde sans néovaisseau. Donc en conclusion, la pachychoroïde est-elle une maladie ? Peut-être pas vraiment, plutôt un morphotype, un phénotype de la choroïde essentiel dans l'expression des pathologies choriorétiniennes les plus fréquentes, et y compris évidemment la DMLA. La définition reste un petit peu imprécise. Si on voulait dire à un centre de lecture pour une étude sur des larges séries de patients, définissez la pachychoroïde, aujourd'hui, on ne pourrait pas apprendre à un robot à reconnaître une pachychoroïde. Ça reste sujet à interprétation. Ça, c'est un problème. Les mécanismes physiopathologiques qui expliquent la pachychoroïde restent inconnus aujourd'hui, même s'il y a des études génétiques qui montrent qu'il y a des facteurs de risque génétiques associés à la pachychoroïde et à la CRSC de plus en plus qui ressortent. Il faut y penser en cas de néovascularisation sans drusène. On a dit que le phénotype choroïdien modulait de façon très nette l'expression de la DMLA et que ça avait vraiment que c'était très pertinent pour l'évolution à long terme de la vision de ces patients. Et pour parler de traitement, et Salomon Yves Cohen l'a dit ce matin, regardez la choroïde quand on démarre un traitement dans la DMLA, analyser finement en imagerie multimodale le type de néovaisseau, le type de drusène, comment est la choroïde pour décider du traitement, ça me semble essentiel. Choisir la molécule, si on en a la possibilité. L'Eylea, l'aflibercept semblerait avoir un effet, effectivement, sur la composante choroïdienne des signes exsudatifs, ou proposer une PDT en traitement combiné, dans ces cas, avec une hyperperméabilité choroïdienne vasculaire associée. Ça peut tout à fait s'envisager. Merci beaucoup. Donc, on passe à la dernière communication.